Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui concerne un certain type d'alimentation et qui est utile à tout le monde, mais en particulier aux personnes qui souffrent d'inflammation chronique ou en d'autres termes naturopathiques qui ont un terrain inflammé. Cette alimentation, c'est tout simplement l'alimentation anti-inflammatoire et on va voir dans quel cas il est utile de l'adopter et en quoi elle consiste concrètement. Avant de commencer, je me présente comme d'habitude, je m'appelle Flore Waite, je suis naturopathe diplômée en psychologie et en naturopathie. Je suis évidemment passionnée par le sujet de la naturopathie et aussi toujours dans la volonté d'aider les autres, donc c'est pourquoi je fais cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous intéresser. C'est parti. Alors déjà on va commencer par poser les bases, avant même de parler d'alimentation anti-inflammatoire, on va déjà se poser la question de qu'est-ce qu'une inflammation. Donc déjà il faut savoir que l'inflammation c'est un phénomène qui est complètement sain et naturel que notre organisme met en œuvre pour se défendre contre des agressions comme une maladie, une blessure, une infection, et c'est aussi une manière pour l'organisme de se guérir. En fait, à chaque fois que l'organisme va être soumis à un stress, qu'il soit physique, mécanique, biologique, etc., ou tout simplement lorsqu'il y a l'intrusion d'un agent pathogène dans notre organisme, en fait, le corps va mobiliser tout un tas d'éléments qui vont être les cellules immunitaires, les globules blancs, les cytokines inflammatoires, plein de choses comme ça qui vont servir à défendre l'organisme. Et du coup, cette défense qui part à la base d'une bonne intention, ça va provoquer une inflammation qui va induire tout un tas de signaux pas très agréables comme des douleurs de différents types, des gonflements, des rougeurs. Donc comme je l'ai dit, c'est une réaction qui est parfaitement saine de l'organisme. Il faudrait même se poser des questions si l'organisme ne le fait pas. Mais encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Et ça, c'est ce que j'aime bien dire parce que pour moi, ça vaut pour absolument tout. C'est-à-dire que là où ça devient problématique, c'est quand c'est répétitif, que ça devient incontrôlé et que, en plus d'être répétitif et incontrôlé, ça dure depuis longtemps, donc plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années parfois. Donc là, on passe d'une inflammation occasionnelle à une inflammation chronique. Donc en fait le problème avec l'inflammation c'est que certes déjà il y a des inconforts à vivre au quotidien, mais en plus il y a tout un truc en arrière-plan dont on se rend pas forcément compte, mais c'est que le corps en fait il va toujours vivre en sur-régime, aux aguets. C'est un stress sur le long terme qui peut vraiment provoquer de forts dérèglements dans votre organisme, l'épuisement du corps à la longue, ça on s'en rend pas forcément compte, mais ça peut vraiment avoir de grosses répercussions sur le long terme dans notre organisme. Parce que qui dit corps épuisé dit fatigue, dit dysfonctionnement, dérèglement. En plus, plus on attend, plus le corps, quand on va en fait mettre en place par exemple une alimentation anti-inflammatoire, on va changer notre hygiène de vie, etc. Plus on attend, plus le corps va avoir du mal à rétablir son fonctionnement d'origine. Et du coup, à la longue, cette fatigue, ces dysfonctionnements, ces dérèglements liés à un sur-régime du corps et un épuisement du corps, ça va amener des maladies comme le diabète, des troubles intestinaux, des maladies cardiaques, des maladies du foie, des douleurs abdominales répétitives. Mais bonne nouvelle, c'est tout à fait possible de régler cette problématique d'inflammation chronique. Et bonne nouvelle aussi, ça passe par l'alimentation en première base, évidemment avec d'autres choses, etc. Mais là, le sujet, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Mais déjà, pour qui est cette alimentation anti-inflammatoire? Déjà, pour toutes les personnes qui se sont retrouvées dans les signaux d'inflammation, qui ont des douleurs répétitives chroniques, des gonflements, des rougeurs, etc. Mais aussi, en fait, toutes les personnes qui ont des maladies inflammatoires. Je pense notamment à l'obésité, l'endométriose. Il y a aussi l'arthrose, tout ce qui est douleurs articulaires. Tout ça, ce sont des pathologies inflammatoires. Et puis, même si tu n'as pas de maladie inflammatoire, reste pour voir cette vidéo parce que l'alimentation anti-inflammatoire se rapproche très fortement quand même des bases alimentaires saines, donc c'est toujours intéressant de savoir ça. Donc maintenant que j'ai posé un peu le contexte, en quoi consiste l'alimentation anti-inflammatoire? Donc déjà la base c'est d'éviter les aliments inflammatoires et de favoriser les aliments anti-inflammatoires. Ça paraît complètement évident, mais je pose quand même la base. Et du coup, la première chose, c'est faire attention à ces acides gras. Il y a différents types d'acides gras qui vont être apportés par l'alimentation. Les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés, les acides gras saturés et les acides gras trans. Et selon le type d'acide gras, on va avoir des vertus qui vont plutôt être pro-inflammatoires, on va aussi avoir des vertus plutôt neutres et des vertus qui vont être anti-inflammatoires. Pour commencer, on va se pencher sur les acides gras qui vont favoriser
favoriser l'inflammation. Donc du coup, ceux qui vont être à éviter. On va avoir les acides gras saturés et les acides gras trans. Pour commencer, les acides gras saturés, déjà c'est simple, c'est toutes les graisses qui vont se solidifier à température ambiante. Mais on va voir que tous les acides gras saturés ne se valent pas. Parce que par exemple, un des aliments qui est le plus riche en acides gras saturés, ça va être l'huile de coco, constituée à 87% d'acides gras saturés. Sauf que pourtant, elle n'est pas inflammatoire, elle n'est pas non plus à favoriser dans le régime anti-inflammatoire, mais on peut quand même l'utiliser. Pourquoi? Elle va être essentiellement constituée d'acides gras saturés lauriques et myritiques. Et il va y avoir très peu d'acides palmitiques. Ça va être l'acide gras saturé par excellence qu'il va falloir éviter. Les aliments qui vont le plus contenir d'acide palmitique, ça va être le beurre clarifié ghee, le beurre de cacao, l'huile de palme et toutes les graisses animales qui contiennent environ 20 à 25% d'acide palmitique. Il va falloir éviter tout ce qui est viande rouge, favoriser plutôt des viandes blanches qui vont contenir beaucoup moins de graisse, donc beaucoup moins d'acide palmitique, et diversifier au max ces protéines en mangeant beaucoup de protéines végétales, donc lentilles, pois chiches, tofu, tempeh, quinoa, et j'en passe. Manger beaucoup de poissons, mais ça on va y revenir plus tard. Et évidemment on va éviter tout ce qui est à base de beurre de cacao et tout ce qui est à base d'huile de palme. Deuxième type d'acide gras qui va être extrêmement inflammatoire, c'est les acides gras trans. Donc les acides gras trans, on va les trouver d'une manière naturelle dans les produits laitiers, mais il n'y a pas vraiment de recherche qui montre que ça peut être vraiment pro-inflammatoire. Les acides gras trans qui vont vraiment être extrêmement inflammatoires, ça va être ceux qui vont avoir une origine industrielle, qui vont résulter de processus industriels, notamment l'hydrogénisation des huiles, donc tout ce qui est margarine à base d'huile hydrogénée, tout ce qui est gâteau apéritif, les pâtisseries industrielles. Dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire, il faut vraiment privilégier le fait maison parce qu'en fait on sait ce qu'on met dedans, on peut choisir les aliments, la quantité, etc. Privilégier les aliments bruts le plus naturel possible, le plus brut possible. Et puis si à un moment on achète quelque chose d'industriel pour X raisons, faire attention à la composition, regarder s'il n'y a pas d'huile hydrogénée, faire l'effort de regarder la composition. Ensuite, petit aparté sur les acides gras monoinsaturés, ils sont plutôt neutres dans l'inflammation, mais je dirais que s'ils sont consommés à trop forte dose, ils peuvent devenir pro-inflammatoires parce qu'en fait ils sont dans des produits comme l'huile de colza, l'huile de noisette, l'huile d'olive. Ce ne sont pas des aliments du tout inflammatoires, mais s'ils sont consommés à trop haute dose, ça peut amener une surcharge calorique, donc peut-être un surpoids. Et le surpoids entraîne de l'inflammation parce qu'en fait dans le tissu adipeux il y a la présence de cytokines inflammatoires, donc plus il y a de masse grasse et plus il y a d'inflammation. On arrive au dernier type d'acides gras, ça va être les acides gras polyinsaturés. On va avoir les oméga 6 et on va avoir les oméga 3. Les oméga 6 et 3, ils vont fortement agir sur l'inflammation dans les deux sens. Ils vont la favoriser ou la contrer. Ce type d'acide gras va agir sur des prostaglandines qui sont des cytokines qui vont être médiatrices de l'inflammation. Première chose, oméga 6 globalement pro-inflammatoire, donc il faut éviter les aliments très forts en oméga 6. Donc on a l'huile de pépin de raisin, l'huile de soja, l'huile de tournesol, mais il y a un seul type d'oméga 6 qui va être anti-inflammatoire et qu'on va trouver dans l'huile de bourrache, dans l'huile d'onagre et dans l'huile de chanvre. Donc ce type d'oméga 6 qui va être anti-inflammatoire, le seul, on peut le consommer. Les autres, on peut les consommer, hein, c'est pas interdit, mais en petite quantité. Du côté des oméga 3, là c'est changement d'ambiance. Au contraire, faites-vous plaisir. Les sources d'oméga 3, c'est la base de l'alimentation anti-inflammatoire. Ça va être vraiment ceux qui vont être anti-inflammatoires à fond. Quelles sont les sources principales d'oméga 3? En source animale, qui est la source la plus efficace, ça va être tout ce qui est poisson gras. D'une part, les gros poissons gras, donc avec le saumon, le thon, l'espadon, et d'autre part, les petits poissons gras avec tout ce qui est sardines, maquereaux, etc. Alors, le problème, c'est que les poissons gras, en général, vont avoir tendance à attirer des polluants, comme le mercure. Donc, ce qui fait que on va vraiment avoir tendance à privilégier les petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, qui sont beaucoup moins pollués, donc même si on en consomme beaucoup, ça n'a pas vraiment d'incidence sur l'organisme, et on va chercher à limiter quand même les gros poissons gras. En termes concrets, on va parler plutôt de 1 fois par semaine pour un gros poisson gras et on va parler de 3 ou 4 fois par semaine pour des petits poissons gras dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire. Autre source importante d'oméga 3, ça va être les œufs bleu blanc cœur qui vont être enrichis naturellement en oméga 3 parce que la poule aura été nourrie avec des graines de lin et le lin est une source majeure d'oméga 3 végétale. Donc les œufs bleu blanc cœur, moi je me souviens il y a 4 ans, alors il y avait très peu de boutiques, de magasins qui faisaient les œufs bleu blanc cœur, mais maintenant en fait si vous allez sur le site œufs bleu blanc cœur, dans la section où nous trouver, on peut voir en fait que dans plein de magasins dont Carrefour, Super U, etc. il y a des œufs bleu blanc cœur qui sont vendus. J'ai vraiment vu en quelques années que c'est beaucoup plus facile d'en trouver
retrouver par rapport à il y a 4 ans, je dirais, donc ça c'est top. Donc voilà, en tout cas, si on mange des œufs, vraiment privilégier les œufs enrichis en oméga 3 parce que sinon en fait les œufs classiques ça va plutôt être des sources d'oméga 6. Donc ça c'était pour les sources animales d'oméga 3, et au niveau des sources végétales, on va avoir l'huile de lin, on va avoir l'huile de cameline, on va avoir l'huile de colza, et petite précision, toujours choisir ces huiles biologiques et première pression à froid, c'est très important, sinon en fait on perd tous les bienfaits de l'huile. Pour finir cette partie sur les acides gras, je terminerai sur un point qui est assez important à mon sens, qui va être de faire attention au ratio oméga 6 oméga 3. S'il y a un déséquilibre trop fort, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3, il va y avoir un déséquilibre dans l'organisme qui va être trop fort, et celui-ci par effet boule de neige va engendrer de l'inflammation. Veillez à toujours consommer plus d'oméga 3 que d'oméga 6, ou en tout cas même si on consomme un petit peu plus d'oméga 6 que d'oméga 3, veillez à avoir un bon ratio. Par exemple dans le cas des margarines, toujours choisir sans huile hydrogénée, mais également en fait avec un bon ratio. En général en fait la plupart des marques mettent le ratio oméga 6 oméga 3 derrière la boîte, mais pour vous donner un petit coup de pouce, je vous donne les deux meilleurs sur le marché à mon sens aujourd'hui. Ça va être la Prime Vert Cuisson, mais également la Saint-Hubert oméga 3 qui est vraiment pas mal. Ensuite on passe aux produits laitiers. Alors moi je dirais que dans le cas d'une alimentation anti-inflammatoire, il faut soit supprimer les produits laitiers et les remplacer par des alternatives végétales, soit les consommer d'une manière différente. Je m'explique. On a vu que dans les produits laitiers, il va y avoir des acides gras trans, mais il va y avoir aussi de l'acide palmitique. Déjà ça c'est des choses qui sont inflammatoires. En plus dans le gras des produits laitiers, il va y avoir plein de polluants persistants, de dioxines, de toxines qui vont se fixer. Donc ça peut être aussi très inflammatoire pour l'organisme. Toujours choisir les produits laitiers maigres, donc sans matière grasse, vu que tout ce que je vous ai dit précédemment se fixe dans la matière grasse. Après, pourquoi je dis que supprimer les produits laitiers c'est mieux, c'est parce que même en enlevant la matière grasse, dans les produits laitiers, il peut y avoir des choses qu'on ne digère pas bien, qu'on ne tolère pas bien, forcément ça provoque de l'inflammation. En tout cas, soit supprimer les produits laitiers et remplacer par des substituts végétaux, soit remplacer les produits laitiers à base de lait de vache par des produits à base de lait de brebis ou de lait de chèvre, qui sont moins pollués et plus digestes, soit continuer à prendre des produits laitiers à base de lait de vache, mais sans matière grasse. Il faut vraiment éviter les produits acidifiants. J'entends le tabac, l'alcool, le café, les produits transformés aussi. Dans notre corps, dans notre organisme, on a un équilibre acido-basique. Et en fait, si on consomme trop d'aliments acidifiants et pas assez d'aliments alcalins comme les légumes verts par exemple, on risque d'acidifier notre pH. Et du coup, par effet boule de neige, ça va créer toute une réaction en cascade dans notre organisme qui va finir par créer de l'inflammation. Privilégier les aliments alcalins avec des légumes verts, des végétaux, etc. Ensuite, le sucre, c'est très simple, hein. Pour moi il faut supprimer le sucre, mais je tiens à préciser que je parle du sucre d'ajout, le sucre blanc, le sucre roux, la cassonade, celui qu'on ajoute en fait, un peu le sucre de table quoi. Je parle pas des sucres vraiment qui ont des nutriments comme le rapadura, des sucres présents naturellement dans le miel, dans les fruits. Parce que voilà, on le sait, le sucre à trop haute dose, il peut provoquer beaucoup de problèmes de santé, il peut aussi provoquer des problèmes de poids, et comme on l'a vu, des problèmes de poids entraînent une augmentation de la masse grasse et du coup une augmentation de l'inflammation. Et il y a aussi le fait que la consommation de sucre va augmenter la glycémie, le taux de glucose dans le sang, va provoquer de l'hyperglycémie, et l'hyperglycémie va provoquer du stress oxydatif, et le stress oxydatif provoque de l'inflammation, et c'est un cercle vicieux. Quand on veut sucrer quelque chose, il vaut mieux se tourner vers le miel, parce que c'est un sucre naturel qui apporte aussi tout son lot de vitamines, minéraux, mais le seul petit truc à savoir avec le miel, c'est que en général tous les miels ont un index glycémique élevé, donc privilégiez le miel d'acacia, qui est le seul type de miel avec un index glycémique qui va être plutôt bas, ou tout simplement le sucre des fruits, la valeur sûre. Alors pour le gluten, je pense que c'est individuel, c'est propre à chacun, mais je serais d'avis d'arrêter 1 mois, 2 mois complètement pour voir en fait si on ressent des bienfaits. Il y a certaines personnes qui ne ressentent rien, mais il y a aussi des personnes sur qui ça fait vraiment des miracles. Il y a énormément de céréales qui vont être sans gluten, qui vont être très bonnes. On a le sarrasin, l'amarante, on a le quinoa, on a les lentilles, donc surtout n'hésitez pas. Mais par contre, si vous décidez d'arrêter le gluten, ne vous jetez pas sur les produits sans gluten du supermarché, qui sont pour la plupart du temps avec un index glycémique très haut, et comme je l'ai dit, qui va être inflammatoire. Ça va être en plus assez transformé. On va avoir souvent à base de farine de riz, farine de maïs, qui vont être des farines avec des index glycémiques qui explosent. Donc voilà, plutôt privilégier le fait maison si on fait du sans gluten, avec des farines à index glycémique bas, sans gluten, comme le sarrasin, la farine de châtaigne. Alors les fruits et légumes, mais faites-vous
plaisir. Voilà, c'est la base. Les fruits et légumes, ça va favoriser votre transit, ça va nettoyer votre organisme, ça va vous apporter des vitamines, des minéraux, des nutriments. Cuisiner, soyez curieux de découvrir tel fruit, tel légume, savoir comment le cuisiner, comment le manger, associer des saveurs. Les fruits et légumes, globalement, sont très riches en polyphénols, en flavonoïdes, qui sont des antioxydants. Et les antioxydants luttent contre le stress oxydatif, qui est lié à l'inflammation, comme je l'ai dit précédemment. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder l'indice ORAC, qui classe les aliments selon leur potentiel antioxydant. On va trouver par exemple les épices, les fruits comme les myrtilles, les fruits rouges, qui ont une belle couleur qui est donnée par les antioxydants. Et pareil, aussi manger des légumes verts. Les légumes verts, c'est alcalin. Alors dernier point, mais pas des moindres, ça va être le cas des solanacées. Ce sont des aliments qui vont être composés d'une grande partie de solanine, qui va être un composé neurotoxique, et qui peuvent du coup empirer l'inflammation chez certaines personnes. Donc il y a certaines personnes qui ne supportent pas ces aliments-là. D'ailleurs, c'est souvent le cas des personnes qui ne supportent pas la laine des fumeurs, parce que le tabac fait partie des solanacées. Et d'ailleurs, les solanacées sont en partie responsables de maladies inflammatoires arthritiques, car la solanine va retirer le calcium des articulations. Donc la solanine, elle va être présente dans le pédoncule de la tomate principalement, mais aussi dans la tomate en elle-même, dans les pommes de terre vertes, dans les germes de pommes de terre, dans la peau des pommes de terre, dans les poivrons, dans les aubergines, les groseilles, les piments. Donc voilà, en cas d'inflammation chronique, en cas d'arthrose, il peut être intéressant de supprimer un mois tous les solanacées, voir les bénéfices qu'on en retire, et en fait après chaque mois en remettre un dans l'alimentation, et noter à chaque fois qu'on le consomme les signaux dans l'organisme. Est-ce qu'il y a des douleurs abdominales, est-ce qu'il y a des douleurs digestives, pour voir comment on réagit à ce type d'aliments. Donc voilà pour cette vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire. J'ai essayé de dire le plus de choses possible de manière précise et en même temps pour pas que ça soit trop long. J'ai bientôt prévu une vidéo sur les compléments anti-inflammatoires, les meilleurs. Donc restez connectés, prenez du plaisir à manger, ne prenez pas ça comme une contrainte, ça peut être aussi quelque chose de magnifique, un nouveau départ et une nouvelle hygiène de vie, un nouveau vous. Même si le premier pas est compliqué de changer des habitudes de vie, quand vous allez commencer à en ressentir les bénéfices, vous allez être vraiment incroyablement heureux d'avoir fait ce changement. Restez motivés, c'est le premier pas qui coûte, mais après tout ira bien. En tout cas, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter ma vidéo, vous abonner à ma chaîne. Passez une très très belle journée et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.